Et nos invités en plateau ce soir, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin. Vous présidez le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour évoquer plusieurs grands sujets d'actualité. On va parler d'abord de la réforme des retraites avec ce projet de loi du gouvernement qui a donc été adopté par le 49.3 hier soir. Rejet des 2 motions de censure. Cette bataille des retraites, Stéphanie Despierres, vous nous le direz tout à l'heure, elle est loin d'être terminée. Vous suivez pour LCP ce dossier minute par minute. Bienvenue à vous. Et puis vous dialoguerez aussi avec Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP, éditorialiste aux Échos. Et vous avez regardé de près le contre-projet de réforme des retraites de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, puisque les Insoumis ne veulent pas le statu quo, ils veulent une nouvelle réforme. On en parlera. On parlera aussi, je le disais dans le sommaire, de la crise démocratique et des primaires américaines. Mais pour commencer, comme tous les soirs, si j'ai bien compris, Stéphane Blakowski, son billet en forme de portrait, vous allez le voir, Jean-Luc Mélenchon, le vôtre, tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris Myriam, si Jean-Luc Mélenchon, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, a tenu le coup pendant le débat, c'est parce qu'il avait une potion magique. J'ai lu ça dans Libération. À chaque pause, il remontait à la buvette boire sa potion magique du cacolac. Cacolac. Franchement, vous vous souvenez, le cacolac, c'est la boisson chocolatée qu'on donne aux enfants pour leur goûter. D'ailleurs, les Guignols l'avaient rendu populaire parce qu'ils faisaient une marionnette de Papin qui buvait constamment du cacolac pour montrer que Papin avait gardé son âme d'enfant. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon a gardé son âme d'enfant. Exactement, moi je suis psychologie de bazar à fond. Le gars qui boit du cacolac, il a forcément gardé son âme d'enfant. En fait, ça m'a surtout surpris, parce que je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme politique qui a durci sa cuirasse avec des années de combat. Donc de découvrir sous la cuirasse un amateur de cacolac, donc qui a gardé son âme d'enfant, ça m'a étonné. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de souvenirs que j'avais de Jean-Luc Mélenchon. Où il apparaissait sous un jour assez différent finalement de l'image qu'on a de lui généralement dans les médias. Donc, quand vous parlez de son image, vous parlez de quoi? De l'image dans les sondages? Ah oui, dans les sondages, c'est le seul indicateur qu'on ait vraiment. C'est vrai, quand on demande aux Français, selon vous, quelle est la première qualité, trait de caractère de Jean-Luc Mélenchon, ils disent l'agressivité. Il y a 70% des Français qui trouvent que Jean-Luc Mélenchon, il est agressif. Or, quand on regarde les débats à l'Assemblée, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon n'est pas que bruit et fureur. Parfois, au contraire, c'est celui qui appelle au calme, c'est celui qui apaise. On écoute. Monsieur le Président Mélenchon, la parole. Oui. Bon, moi je fais partie des gens qui souhaitent que le ton baisse. On a le droit. On a le droit. Calme, calme, calme. Là, on fait redescendre. On aide la présidente à faire redescendre, jeune homme. Donc, on baisse de ton. Alors, je vais faire montrer d'autres extraits. Autre surprise. On imagine que Jean-Luc Mélenchon a quand même un esprit partisan qui fait que, quand on n'est pas d'accord avec lui, ça tourne très vite au conflit. Donc, en fait, c'est pas systématique non plus. Parce que pendant ce débat, il a pris la défense de Nicolas Dupont-Aignan. Peut-être un peu par pitié, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout un gars qui a les mêmes idées que lui. Donc, vous voyez, il connaît la fameuse phrase « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Illustration. Dupont-Aignan, on en pense qu'il veut, mais représente le peuple français autant que vous et moi. Hein. Bon, il est là, il est élu, c'est le peuple qui l'a voulu. Et il a le droit qu'on respecte son droit à la parole. De même que n'importe quel autre dans cette salle. Puis enfin, on a bien compris qu'il y avait quand même une grosse montée de tension sur la fin du débat dans l'hémicycle. Et on imagine forcément que Jean-Luc Mélenchon fait partie de ceux qui ont ajouté de l'huile sur le feu. Eh bien, encore une fois, pas seulement. C'est vrai que c'est un très grand orateur et quand il vous règle votre compte, ça va pas mal pour vous. Mais s'il vous fait des compliments, alors là, c'est très agréable. C'est la vice-présidente donc de l'Assemblée qui va le féliciter et elle est républicaine. Vous avez ouvert la séance, vous dirigez les délibérations. J'y reviens. Naturellement, d'abord, je m'associe au concert de louanges dont vous avez été accablé et dont je ne suis pas sûr que vous les appréciez tant que ça. Ou alors quoi? Quand on dit républicaine, c'est les républicains. Absolument. On va finir par croire qu'il y a 2 Mélenchon, Stéphane, c'est ça, le véhément à la tribune et le plus posé en coulisses. La caisse de mon mini-portrait, en fait, c'est la question. C'est-à-dire que le goût du conflit chez Jean-Luc Mélenchon, on le prend pour un trait de tempérament. On voit aussi que c'est en fait une stratégie, c'est aussi un choix de sa part. Il a d'ailleurs théorisé ça s'appelle la théorie de la conflictualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas se laisser faire, en gros. Ça veut dire que quand il bouscule un journaliste, que quand il apostrophe un adversaire politique, c'est pour montrer aux gens qu'il n'y a pas de raison de baisser la tête, que le capitalisme, le libéralisme n'est pas l'horizon indispensable de notre société, et que si on veut que ça change, de toute façon, ça passe par le conflit, par la baston. Alors, forcément, à la tribune, des fois, ça donne des mots
qui choisit très bien d'ailleurs, mais parfois un peu percutant, qu'on retient. Donc je me souviens, on se souvient peut-être, à Marseille, la tribune avec Macron, l'avoir apostrophé en disant « c'est le plus grand xénophobe ». Mais alors le soir, il l'a croisé sur le Vieux-Port, et alors là, changement de stratégie. On n'était plus du tout dans la conflictualité. On écoute. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Alors du coup, moi je me pose la question. Que croire ? Je me pose pas la question. Bah oui, est-ce qu'il est vraiment si conflictuel ? Donc c'est la question que je me pose. C'est pas du tout. Enfin, on a vu que Bernie Sanders, dont on va parler, à 78 ans, candidat aux USA. Donc la question de l'âge, c'est pas du tout la question pour 2022. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que cette théorie de la conflictualité est toujours la meilleure pour conquérir le pouvoir par les urnes ? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait mettre un peu de cacolac dans cette théorie pour vous rendre peut-être un peu plus séduisant, voilà. Jean-Luc Mélenchon, une réaction. Vous êtes assagi ? L'insoumis que vous êtes, c'est assagi ? C'est possible, intellectuellement non, mais dans la réaction, on finit par se transformer, bien sûr, dans le feu. Mais mon propos n'est pas de séduire. Mon propos, c'est de convaincre. Et pour convaincre, moi, je suis porteur d'un monde différent, avec d'autres valeurs, d'autres... Et vous ne pouvez pas y arriver autrement que par la conflictualité, c'est-à-dire briser l'évidence. Ce qui est évident, ce qui va de soi, qui fait partie de notre univers, de notre imaginaire, il faut le briser par la conflictualité qui ouvre la conscience, dire ah c'est pas évident, et donc à partir de là, ça y est. Elle a une limite cette conflictualité, jusqu'où ? Dans les limites du verbe, de la représentation, de l'incarnation, de l'art oratoire. Moi, je pensais ça par rapport à une autre candidate. Elle s'est déjà déclarée candidate, Marine Le Pen. On a le sentiment, elle, qu'elle cherche à réduire justement son côté contestataire, qu'elle cherche à lisser son image. Elle n'a jamais été bien contestataire. C'est l'assurance vie. On a l'impression que c'est une stratégie. Oui, c'est alors que vous restez plus dans le conflit. Mais moi, j'ai rien à voir avec elle, donc je ne suis pas concerné. Parce que, contrairement à ce que vous pouvez penser, tout n'est pas communication et tout n'est pas séduction. Il faut porter des convictions et aller jusqu'au bout si on veut pouvoir rassembler et changer les choses. Moi, vous savez, je ne vais pas réduire la définition qu'on peut donner de moi, mais n'oubliez pas que je suis un partisan de la révolution citoyenne. Alors, d'accord, ça passe par les urnes, mais c'est quand même une révolution. Alors, on va en parler un changement un de peu l'ordre juridique, un changement des normes, un changement des finalités. Oui, je veux transformer complètement cette société parce que je trouve que comme elle est là, elle vaut pas grand-chose. Elle est indifférente à la souffrance. Alors des fois, je vous cache pas qu'il y a des des effets pas prévus. Par exemple, la petite scène sur le port. Je m'en mords les doigts parce que votre collègue journaliste était vraiment bon à rien parce que j'interpelle. Ça m'étonne pas, les journalistes, c'est souvent ça. Ben oui, quand même. Allez. Parce que j'interpelle. Premier coup de griffe pour les journalistes. Oui, ça sera pas le seul. J'interpelle le président de la République parce que nous avions engagé une discussion, lui et moi, le matin. Et la discussion, c'était, je lui avais dit, écoutez, les histoires, voyez ce que vous voulez avec mes collègues, mais moi je vous dis, pas question qu'il y ait un président de la Commission européenne qui soit allemand. Et il me répond, comme d'habitude, c'est un grand séducteur, vous avez tout à fait raison. Comment j'ai tout à fait raison ? Ça tombe très bien, puisque vous l'avez sous la main, la Madame Merkel, vous allez lui dire. Et le soir, quand il arrive, je lui dis, alors qu'est-ce qu'elle vous dit ? Et il me répond, elle ne lâche rien et moi non plus. Et c'est là que l'autre arrive avec son histoire de je sais pas quoi, du truc qu'il y avait avant. Xénophobe. Et alors, moi je me dis, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je renvoie le coup. Et puis je me suis dit, il y a la Merkel qui est là en train de nous regarder, parce qu'on était à Marseille et qu'elle était là, et j'ai pas envie de lui donner à voir un leader d'opposition en train de se battre avec le président de la République du pays dans un bistrot à minuit. Il m'a semblé que c'était une scène inconvenante. J'ai peut-être eu tort, mais non, finalement, je regrette pas. Je n'aurais pas eu envie qu'elle voie ça. D'ailleurs, c'est intéressant de vous voir dans l'hémicycle, à la fois justement batailler sur le fond, avec une méthode, on va y revenir, mais en même temps de voir que vous respectez l'institution. On a l'impression même que vous aimez ce mandat. Revenons aux retraites. Vous vous souvenez Mais non, mais parce que vous avez été sénateur, vous avez fait beaucoup de choses. C'est pas évident. Voilà, le mandat de député n'est pas toujours très évident quand on est dans l'opposition. Représentant du peuple, pour Mélenchon, il n'y a pas mieux. C'est un lieu quand même, j'avais plus dire sacré, puisque ma personne est déjà sacrée, ainsi que celle des 577 autres qui l'avaient pas compris. Mais oui, pour un républicain, l'hémicycle, c'est quand même le temple suprême, quoi. Donc, alors revenons à cette bataille des retraites. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après les premières réformes économiques d'Emmanuel Macron, notamment les ordonnances travail, et puis après il y avait eu la réforme de la SNCF, vous aviez eu cette formule à l'endroit du président de la République, vous aviez dit, pour l'instant, c'est lui qui a le point.
après cette réforme des retraites adoptée donc hier soir par 49.3, qui a le point? Écoutez, c'est pas bien de tirer sur les corbillards. Donc, Qui va prendre la balle, c'est la question. non, sincèrement, quand il a gagné contre nous, à la sorte, il venait d'être élu, peut-être que nous, on avait surévalué le rapport de force qu'on pouvait avoir avec lui, notamment sur le code du travail, et puis on était dans un état voisin de celui dans lequel nous a mis l'affaire des retraites, parce que, si vous voulez, pour notre famille politique, le code du travail, la sécurité sociale, toutes ces choses-là, c'est les choses essentielles, vitales qui nous décrivent. Donc, à ce moment-là, on pensait qu'il fallait le prendre de plein fouet, parce qu'on sortait d'une situation extrêmement instable. L'élection présidentielle venait de fracasser le champ politique. Donc je m'étais dit, j'ai à portée de main la possibilité d'être l'incarnation politique de la réplique qui va venir en face du président. C'est pas ce qui s'est passé. Non, et vous l'aviez reconnu. Du 23 septembre a bien marché, mais les syndicats ont été habilement cultivés pour dire mais de quoi se mêle ce Mélenchon avec ses amis, la question sociale c'est nous qui nous en occupons très bien, et ainsi de suite. Bon, donc on a dû lâcher prise. Ça c'était en 2017. Oui, c'était 2017, il y a eu la réforme de la SNCF avec des débuts de mouvements sociaux. Oui, on me voit sur la tribune et je dis c'est au syndicat 2, c'est-à-dire que on repasse la main au syndicat en disant nous on se sent pas la force de mener cette affaire-là. Et comme évidemment il a eu le dernier mot et que ça s'est passé dans des conditions, pardon de le dire, mais effroyables pour nous, quoi, parce qu'on a eu l'impression d'être vaincus sans avoir mené vraiment de bataille, sans qu'il y ait eu une bataille populaire. Alors revenons aux retraites aujourd'hui. Après sur la SNCF, la réforme. Il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu des manifs, mais à chaque fois, le pays avait l'air d'accepter les réformes. En tout cas, quand on regardait l'évolution des sondages. Aujourd'hui, on est dans un face-à-face. Plus d'un Français sur deux ne comprennent pas ou ne soutiennent pas cette réforme des retraites. En même temps, le mouvement social s'essouffle et le gouvernement dégaine son 49.3. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a que des perdants dans cette bataille. Le gouvernement, c'est toujours un échec. Mais franchement, c'est toujours un échec d'en arriver à passer en force. Et le Parlement, qui donne aussi une mauvaise image. Ça serait trop beau. Eh bien, expliquez-moi. Non, mais bon, faut qu'on comprenne que c'est pas possible. Non, je pense que vous analysez très mal cette affaire. Parce que tout à l'heure, je vous ai donné l'acte 1, nous perdons, clairement, bon, je dis, il a le point. Et ensuite, que fait-on après ça? Eh bien, il faut se réorganiser. Et à peine a-t-on le temps de se réorganiser pour changer le dispositif d'angle que arrive un mouvement qui correspond à l'idée que je me faisais de la situation, le mouvement des Gilets jaunes. Alors avant, tout d'un coup, et on est à faire une réalité dont le contenu, certes, on l'avait théorisé, donc c'était un émerveillement pour nous, mais après, comment on manie une affaire pareille? C'est-à-dire un mouvement insurrectionnel qui ne veut pas de représentants, qui le dit dès le début. Alors, comment on fait pour à la fois exprimer politiquement ce qu'il est, l'accompagner, sans donner le sentiment de le récupérer, parce que si on l'avait fait, on aurait étouffé le mouvement. Et puis lui-même s'est emballé, ce mouvement. Et là, à nouveau, le président de la République a joué le pourrissement, etc. Et puis, le mouvement a pris quand même un grand coup dans la figure. Et on en est aux retraites aujourd'hui. Attendez une seconde, je voudrais, parce que comme ça permet d'éclairer toute la séquence, si vous voulez arriver à comprendre ce que je fais, parce que tout ça, évidemment, je l'ai en conscience. Donc, à ce moment-là, ils ont subi une défaite, et nous avec. Parce que dans ce pays, c'est comme ça. Quand il y a une défaite du mouvement social, la quintessence de ce que nous représentons politiquement prend des raclées électorales terrifiantes. Mai 68, 10 millions de travailleurs en grève, et juste derrière des élections, on s'est fait essorer. Là, c'est les européennes. Ah ben moi, je me suis fait essorer dans les européennes avec mes amis. En plus, on avait peut-être surestimé l'intérêt que les classes moyennes de centre-ville avaient pour nous. Donc, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez? Vous menez une bataille, vous entrez pas dans le bon angle, et les choses ne se passent pas comme vous aimeriez. Et pardon de vous hâter un peu, mais vous avez l'impression d'avoir gagné ce soir sur les retraites. Alors, c'est la partie sur les retraites, mais comment gagner écoutez, nous sommes 17. Le gouvernement a fait adopter ce texte. Pauvres insoumis dans cet hémicycle, il y a 315 marcheurs. Il y a moins en moins, je crois qu'ils sont 309. 16 communistes. Au total, eux et nous, qui sommes l'aile marchande de cette affaire, nous sommes 33. Nous avons mis en échec 315 personnes, le gouvernement, le président de la République et son cabinet noir, et ils se sont vautrés à la fin dans un 49.3 qui ne convainc personne, qui passe pour ce que c'est une agression, et comme le Premier ministre en a visiblement par-dessus la tête, au passage il a changé le dernier texte, qui est un 49.3, c'est du jamais vu dans l'histoire parlementaire de ce pays. Pardonnez-moi, je suis tout à fait confuse de vous interrompre, mais on va voir comment vous vous êtes battu, et on revient à ce nouveau texte, puisque vous venez de le dire, ce n'est pas exactement la
copie initiale du gouvernement qui a été adoptée hier soir. 13 jours où vous êtes succédés dans l'hémicycle. Comment ça s'est passé? Ces 13 jours, ils ont été auscultés par Elsa Mondingava. Occuper l'espace, saturer l'espace. Pour les Insoumis, la réforme des retraites, c'est la bataille avec un grand L et un grand B. Vous devriez vous calmer. Alors, tous les moyens législatifs sont bons. Absolument tout ce qui permet, naturellement dans la dignité du débat, de bloquer cette loi, nous le ferons. Eux disent, dès qu'il y a un très grand nombre d'arguments, c'est de l'obstruction. J'ai participé dans ma vie de parlementaire à plusieurs reprises à des batailles d'obstruction. Je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais peu importe. J'accepte le mot si ça leur fait plaisir. Cela donne 23 000 amendements en séance publique. La parole est à Monsieur le Président Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Quatennens. Madame Autain. Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Madame Panou, vous avez la parole. Mais au-delà du nombre, les Insoumis ont voulu démontrer qu'ils ont travaillé le texte. Le minimum pour une carrière complète, garantie chez les avocats dans leur caisse autonome, c'est 1 400 €. Et là, vous venez fanfaronner en leur disant qu'avec votre système, plus juste, plus solidaire, c'est 1 000 €. Ce qu'il y a dans le texte et ce qu'on peut entendre comme déclaration, soit ici dans l'hémicycle ou en commission ou alors à la télévision. Et quand on essaye de croiser les deux, honnêtement, c'est pas toujours bien clair. Alors là, vous pourrez pas dire que c'est pas le fond, hein. Nous sommes pour que les gens sachent où ils vont dans la vie. La valeur du point, comment est-elle définie? Personne n'en sait rien. Quelle sera sa valeur au moment de service? Personne n'en sait rien. Pour eux, il s'agit de se poser en adversaire privilégié de la majorité. Non mais vous pouvez ricaner, vous m'impressionnez pas, j'en ai déjà vu des azous comme vous. Nous pensons même d'ailleurs que vous êtes illégitime, que vous n'avez pas été élu pour cela, que cela n'était pas dans votre programme. Jamais, jamais dans votre programme. Le 49-3, pas la fin du combat pour Jean-Luc Mélenchon et ses troupes. Je me réjouis de l'immense école civique qu'aura été cette lutte depuis le 5 décembre et qui va maintenant continuer dans une guérilla populaire et parlementaire qui va durer aussi longtemps que vous vous obstinerez. Une guérilla pacifique. Et donc ça va continuer, Stéphanie Despierres. Vous avez aimé la saison 1, il y a une saison 2, c'est ça? Et oui, Myriam, parce qu'il n'y a pas un, mais 2 projets de loi retraite. Le premier, évidemment, on en a beaucoup parlé, c'était le plus important, 65 articles pour définir le futur système. Le gouvernement a déclenché le 49.3 samedi, il a été adopté hier. Mais le deuxième, lui, ne contient que 5 articles et il organise le financement du système. Alors les députés planchent dessus depuis cet après-midi 15h. La France Insoumise garde la même stratégie en déposant beaucoup d'amendements. Alors au total, tout groupe politique compris, il y en a environ 2000. On est quand même bien loin des 41 000 sur le premier projet de loi. On va voir si le match majorité-opposition de gauche se rejoue. Mais pour l'instant, le débat se déroule à peu près calmement. Objectif, finir ce deuxième projet de loi d'ici dimanche soir. En revanche, si c'était calme dans l'hémicycle, ce matin, il y a eu des gros remous vers la commission des affaires sociales. Gros remous entre socialistes et En Marche à propos de la commission d'enquête sur l'étude d'impact. C'était, vous le savez, une demande du PS qui doute de la sincérité, de l'exhaustivité de cette étude. Et ce matin, la majorité a dit niet à cette commission, officiellement pour des raisons juridiques. On écoute Monique Limon, députée de l'Isère. On ne fait pas de commission d'enquête sur une étude d'impact. On peut contrôler, on peut regarder, mais ça a déjà été fait par le Conseil d'État. Ça s'est jamais fait. Et c'est pas Monsieur Vallaud à qui on va expliquer et faire comprendre les procédures. Je pense qu'il les connaît mieux que moi, ces procédures-là. Donc, je pense que c'est encore une fois une manœuvre politique. Ça ne lui a pas plu que je lui dise ça dans mes propos, mais je le pense vraiment. Alors, arguments juridiques qui ne tiennent pas selon les socialistes, qui renvoient l'accusation de manœuvre politique à la majorité. Boris Vallaud dénonce la mauvaise foi des députés En Marche. Toute la journée hier, le groupe En Marche était divisé et a tergiversé pour savoir s'il fallait ou non valider cette fameuse commission d'enquête. Avant de décider que ce serait non, c'est une décision stupide, explique un pilier de la majorité, c'est une vengeance, c'est pas malin. En tout cas, les socialistes vont contre-attaquer côté Sénat. Ils vont demander une commission d'enquête du côté du Palais du Luxembourg. Merci Stéphanie. Jean-Luc Mélenchon, on prend les mêmes et on recommence. Vous allez continuer cette guérilla, vous le dites concrètement, c'est quoi? C'est à nouveau des milliers d'amendements pour ce texte organique? La bagarre, elle va continuer, la bagarre parlementaire, avec tous les moyens du Parlement. On tombe sur des gens qui sont quand même extrêmement confortables à manier, parce que ils sont violents, brutaux, ils n'ont aucune manière,
Ils ont fait du marquage physique, on n'avait jamais vu ça dans un Parlement. On a publié la photo, on les voit assis le long de nos bancs pour nous marquer. Donc, et puis ils commettent toutes les bêtises de l'arrogance des DRH qu'ils sont. Ce matin, en refusant aux socialistes leur commission d'enquête, alors que c'est leur droit de tirage, enfin, ils sont parfaits. Mais là, ce qui est moins parfait, c'est vous, pardon, si vous permettez. Mais regardez bien, nous avons présenté en commission spéciale des amendements répétitifs sur les 17 parlementaires insoumis. Pourquoi ? Parce que dans la commission spéciale, vous êtes appelé par votre nom, et si vous êtes présent, vous défendez votre amendement. Donc, en effet, ça en faisait beaucoup. Mais quand on arrivait en séance plénière, on a redéposé les mêmes, mais vous savez, vous, parce que vous êtes les premiers observateurs, qu'il n'y a jamais eu 40 000 amendements. Ce n'est pas vrai, puisqu'ils sont discutés par paquet quand ils sont semblables. En réalité, il y avait 2300 amendements déposés 17 fois, mais qui n'ont été traités que par vous remarquerez que dans le sujet d'Elsa Mondagava, on a bien vu que vous parliez du fond sur chacun des amendements. Voilà, c'est incontestable de le dire. Vous n'avez pas fait une obstruction sur des amendements de point-virgule. Certes, n'empêche que... Je ne fais pas ce reproche. Je dis juste que les chiffres, alors moi ça m'amuse parce que c'était mon intérêt. Que l'on croit qu'eux-mêmes croient qu'ils étaient submergés. À un moment donné, une parlementaire à l'REM a raconté qu'il y avait 700 000 sous-amendements, et aussitôt... Ça, c'était faux. On va pas refaire l'histoire. Vous l'avez fait. Mais attendez, on raconte une histoire. Non, mais simplement, qu'est-ce que vous espérez obtenir ? C'est la plus grande bataille parlementaire sur un acquis social depuis... Votre objectif, c'est quand même de faire exploser le calendrier. C'est faire exploser le calendrier et de faire exploser la République en marche. Ça n'a pas trop mal marché. Quand vous êtes... le calendrier, oui. Il y a un principe quand vous êtes 33 et que vous en avez 300 en face de vous qui sont capables de se renouveler nuit et jour, vous êtes obligé d'être un peu tactique. Et un Parlement, c'est un lieu en fait, tactique. Finalement, de ce 49.3, il vous réjouit, finalement. Vous avez obtenu ce que vous voulez, vous les avez acculés, et ils ont réussi à dégainer, ils n'avaient pas d'autre choix. Ne dites pas ça, parce que ce n'est pas... Je n'aime pas qu'on pense à ma place, ce n'est pas vrai. Notre intérêt n'est pas le 49.3, et je vais vous dire pourquoi. Parce que bien sûr, il y a un gain, ils passent pour des brutes et des sauvages qu'ils sont. Mais le pire pour moi, c'est que les jours que je n'ai pas devant moi de combat, c'est des jours de moins de sensibilisation, parce que les gens regardent. LCP regarde nos vidéos, s'intéressent, vous le savez comme moi, il y a eu un gros intérêt. Donc chaque jour qui passait, on engrangeait des forces en nombre plus grande de gens convaincus. Parce que tout à l'heure, vous avez dit le mouvement s'essouffle, mais vous vous trompez, les gens sont toujours aussi enragés qu'au premier jour. Vous appelez à manifester, c'est ça ? Ils seront dans les manifs, ils seront dans les marches, puis surtout, on est avec des bulletins de vote. Voilà. Parce que, comme disait Léon Trotsky, les masses travaillent à l'économie d'énergie, donc ils font ce qu'il y a de moins fatigant. Donc c'est les municipales, l'objectif, là ? Les bulletins de vote, parce que c'est vrai qu'on se dit à 2 semaines d'un scrutin... moi, j'invite les gens à utiliser tous les bulletins de vote qu'ils trouvent où il y a dessus, où ils vous repèrent le insoumis ou communiste, parce qu'ils savent que ça, c'est des bons bulletins de vote qui mettent un bon coup derrière les oreilles à la République en marche. N'empêche que, pour l'instant, le texte est adopté. Il y aura peut-être d'ailleurs un parcours au Sénat, peut-être même un autre 49.3. Et c'est la 5e République, on va en parler tout à l'heure. Il y a un principe majoritaire et ce texte, il a toutes les chances d'entrer en vigueur. On va attendre pour le savoir. Vous avez, Jean-Marc Daniel, regardé au fond la contre-proposition insoumise sur les retraites. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que de la critique dans la démarche des insoumis, il y a des contre-propositions. Et donc là, je vais un peu secouer ce que vient de dire M. Mélenchon en disant que je crois qu'il y a quand même des évidences, qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'on est là pour détruire les évidences. Il y a des choses qui sont des choses en matière de retraite qui reposent sur la démographie. C'est-à-dire, un système de retraite, ça consiste à prélever une partie du fruit du travail des gens qui travaillent pour le redistribuer vers des gens qui ne travaillent plus. Et donc, plus il y a de gens qui travaillent, plus c'est facile. Moins il y a de gens qui travaillent et plus il y a de gens qui sont à la retraite, plus c'est difficile. C'est faux. Alors, simplement, juste avant, je vais vous dire... Rappelez rapidement ce que propose dans les grandes lignes, retour de la retraite à 60 ans. Vous répondrez. Vous allez pouvoir répondre, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, la façon dont on prélève, c'est-à-dire par répartition, par capitalisation, on prélève sur des gens qui travaillent. Juste pour vous rappeler que vous étiez membre d'un gouvernement, enfin vous avez rejoint un gouvernement à l'époque de M. Jospin, qui venait d'adopter le rapport Charpin, qui rappelait ces évidences. C'est-à-dire que dans le rapport Charpin, qui devait fédérer un peu les opinions sur la retraite et que le Premier ministre avait adopté, il avait bien dit qu'il fallait retarder l'âge de départ à la retraite et augmenter la durée de cotisation. Et qu'a fait Jospin ? Rien.
Merci. Voilà. Ah non. Et donc il n'a pas fait rien. Il a créé un fonds pour faire face au creux démographique. Et dans ce fonds, il y a 32 milliards aujourd'hui. Il a créé un fonds en capitalisation alimenté par la CSG pour effectivement... Alors, si vous voulez avoir un peu de temps pour essayer de débattre sur la question du contre-projet, qu'est-ce qu'il propose Jean-Luc Mélenchon? Ce contre-projet a 2 mesures phares. Le retour à l'âge de départ à la retraite à 60 ans et 40 annuités de cotisation pour pouvoir partir à la retraite. Et en face de ces mesures phares qui coûtent, il y a 2 idées là aussi assez importantes. La première, c'est qu'il n'y a pas de raison de bloquer le montant des retraites en part de PIB à 14%. On peut dépenser plus, ce qui serait une originalité, parce qu'avec 14%, nous sommes déjà au-delà de la plupart de nos pays, des pays comparables. Il n'y a que l'Italie qui fait plus, et l'Allemagne et le Japon, par exemple, qui sont des pays que vous chérissez. L'Allemagne et le Japon, qui sont des pays qui, en tout cas, sont plus vieux que nous. L'Allemagne moyen, on va dire. Qui sont plus vieux que nous, on consacre 10% de leur PIB à la retraite. Et comme ils sont heureux, vous avez remarqué? Écoutez, ils sont pas si malheureux que ça. Voilà, il n'y a que 13 millions de pauvres chez eux, et notamment chez les personnes âgées. La deuxième mesure consiste à augmenter la base taxable, c'est-à-dire la masse salariale, et vous proposez une augmentation des salaires, en augmentant notamment les salaires des femmes pour les ramener à la parité, et en augmentant les salaires les plus bas. Or, je pense que dans la situation de l'économie actuelle, une augmentation de salaire se traduirait par davantage de chômage. La dernière commission chargée d'examiner l'évolution du SMIC, le dernier rapport qu'elle a fait, a bien indiqué que si on donnait un coup de pouce au SMIC, on allait aggraver la situation de l'emploi. Je vous rappelle, 1% de coup de pouce, c'est évalué entre 15 000 et 30 000 chômeurs. Et dans la situation de notre rapport offre-demande, nous avons un déficit commercial de 60 milliards d'euros. À cause de la retraite. Non, mais si on augmente, si on augmente les salaires, donc si on augmente, ça plombe le déficit commercial. Il reste également les sauterelles et l'hiver nucléaire qui peuvent être imputés aux avantages. Mais en revanche, les importations, c'est directement imputé aux distributions de revenus, et l'augmentation va se traduire par l'accroissement du déficit. Essayons de prendre les problèmes dans l'ordre, Monsieur Mélenchon. Donc la retraite à 60 ans, en gros, c'est plus d'emplois et un déficit commercial qui se creuse parce que vous augmentez le SMIC. Non, pour le dire vite. Moins d'emplois. C'est moins d'emplois, pardonnez-moi. C'est plus de chômage, je veux dire. Et vous oubliez l'hiver nucléaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça, précisément? Alors, on n'a pas la même prémisse, et ça se voit assez simplement. Le point de départ, ce n'est pas le nombre de personnes qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent plus. Le point de départ, c'est combien on produit et comment on partage cette production. Car un travailleur aujourd'hui produit 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Par conséquent, comment est répartie cette quantité nouvelle de richesse au moment où elle sort, elle sort de l'entreprise, elle rentre en produits vendus, d'accord ? Voilà, ça c'est la question de fond. La proportion de la répartition entre capital et travail, elle a été à un moment donné de 60-40, elle est de 70-30. Donc ce que nous disons nous, c'est n'inventez pas des usines à gaz, augmentez les salaires. Et si vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations. Un point donne 2,5 milliards d'augmentation de salaire. Évidemment, l'augmentation de salaire, elle va être prise sur le bénéfice. On sait bien sur quoi ça va être pris. Donc nous proposons, comme point de départ pour alimenter les régimes de retraite, d'améliorer la répartition entre capital et travail. Et nous faisons remarquer deux choses. Voilà, bon, on ne dira pas avec le même mot tous les deux. Mais oui, de vous en prendre un morceau pour nous. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'on fera ça. Parce que je vais faire 2 remarques rapides. La première, le temps de travail depuis le début du siècle précédent, a été divisé pratiquement par 2. Et donc, la moitié de cette diminution du temps de travail nécessaire a été répartie en temps libéré. C'est-à-dire qu'une partie du travail gratuit que produit le salarié, car j'espère que tout le monde a bien compris que le capitalisme, ça fonctionne sur le travail gratuit, il paye une paye et puis le reste, c'est pour lui. Bon, et vous continuez à produire pendant ce temps-là. Une partie, la moitié a été répartie en temps de travail gagné. Alors ça donne la baisse du temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans l'année et dans la vie. Ça, c'est notre ligne à nous depuis un siècle et demi. Oui, si je peux me permettre d'intervenir à ce stade, c'est que vous avez tout à fait raison. Les gains de productivité qui ont permis la croissance ont amélioré et le pouvoir d'achat et le temps. Sauf qu'il n'y en a plus de gains de productivité en ce moment. L'économie française ne fait plus de gains de productivité. Alors ça, elle est même en situation probablement cette année de
reculer. Et d'ailleurs, la preuve de ce que vous dites, c'est que quand il y avait des gains de productivité, on voyait le MEDEF se proposer de les partager. Ce n'est jamais le bon moment. Il y a des gains de productivité, il faut faire des économies. Il n'y a plus de gains de productivité, il faut faire des économies. Nous n'avons jamais droit à rien que nous n'ayons cherché de vivre fort. Oui, mais attendez, tout à l'heure, attendez, je veux terminer par rapport à votre raisonnement qui a la force d'une cohérence. Laissez-moi exposer la cohérence du mien. Déjà, vous avez fait des comparaisons internationales. Vous auriez pu, à la faveur de vos compatriotes, faire remarquer qu'un ouvrier français produit en une heure 20% de plus qu'en anglais. Donc, normalement, on pourrait partager les 20% supplémentaires entre les uns et les autres, si on est en compétition avec les Anglais. Avec les Allemands, pareil. Les travailleurs les plus productifs du monde, ça paraît incroyable, c'est cette bande de feignants, de Français, qui passent leur temps en vacances, à la retraite et le reste. La France, et j'insiste sur ce point, est en situation de performance. Alors évidemment, comme la part de l'industrie et comme la part des activités productives de cette nature ont baissé, et que dans les services, les gains de productivité sont très faibles, vous êtes seulement en train de constater que comme les services occupent la place qu'occupait autrefois le travail industriel et agricole, les gains de productivité sont plus bas. Voilà, c'est tout, point. Allez. Vous ne pouvez pas vous en prendre aux travailleurs français de ça. Je finis sur un point. Parce que avec votre permission, je termine sur un point. Le peuple français, globalement, vieillit. Moins que les autres, mais il vieillit. Alors, qu'allons-nous faire? Quelle est la solution? Si nous ne répartissons pas ce que la machine et l'intelligence artificielle peuvent libérer de temps de travail et de richesse pour le répartir en temps libre. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous allez esclavagiser la poignée qui reste au travail ou bien condamner à la misère absolue ceux qui ne peuvent plus travailler? Vous êtes bien obligé de partager. Bon, convaincu ou pas, Jean-Marc Daniel? Voilà ma cohérence. On s'arrêtera là sur cette question du contre-projet. Je ferai juste 2 remarques par rapport à ça. Ah ben je suis bien déçu de ne pas vous avoir convaincu aussitôt. Oui, je ferai 2 remarques. La première remarque, c'est sur la situation de productivité de l'économie française. Elle est liée au fait qu'il y a beaucoup de chômage en France, et ce qui fait que toute une partie de la population qui, dans les autres pays, est en emploi, est au chômage. Et donc, il y a une partie de l'emploi peu qualifié qui existe dans les autres pays, qui n'existe pas en France. Et le deuxième élément, c'est que un véritable enjeu, effectivement, c'est de répartir de la richesse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, il faut la créer, cette richesse. Ça, c'est incroyable. Je connais cet argument, il m'amuse. En ce moment, on ne crée rien. Et puis c'est bien connu, alors voilà que Mélenchon arrive, on ne crée rien, et puis en plus il veut partager. On n'en crée pas assez pour payer nos retraites, puisque le système est déjà en déficit, et si on alourdit les contraintes... Non, premièrement, le système n'est pas en déficit. Non, pardon, mais moi je m'intéresse à la cohérence d'une pensée. Je ne suis pas d'accord pour dire que le système est en déficit. Le corps dit qu'il y aura entre 5 et 15 milliards. Et vous, qui êtes un économiste quand même, vous trouvez normal une évaluation où le trou est prévu du simple au triple? Donc ça n'est pas sérieux, il n'y a pas de déficit. Est-ce qu'il y a un véritable problème de déficit et d'urgence à le combler? Alors, il y a un déficit constaté. En 2019, le régime général de la branche vieillesse était un déficit de un peu plus d'1 milliard d'euros. Et ce déficit va s'aggraver. Combien vous dites? Un peu plus d'1 milliard en 2019. 1 milliard, c'est même pas un trait de crayon par rapport aux 312 milliards de la sécurité de la retraite. On ne vous mettra pas d'accord sur cette question à la fois de comment mais c'est important qu'on voit que c'est 2 logiques. Il y a une logique, la vôtre, elle est construite et cohérente. Il y en a une autre, c'est la nôtre. Elle ne part pas des mêmes intérêts, des mêmes classes sociales. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel de vous être prêté au jeu de ce direct avec Jean-Luc Mélenchon. Je voulais vous montrer un petit sujet maintenant à présent sur le style insoumis dans l'hémicycle, parce qu'il a un peu chamboulé la vie parlementaire. Regardez, c'est signé Maïté Frémont. Il y a presque 3 ans, 17 insoumis débarquent à l'Assemblée. Alors, il y a ceux qui ne se connaissent pas encore. Loïc de la 3e de Gironde. Enchanté. Tu connais Loïc? Non, pas encore. Et puis, il y a les têtes d'affiche. C'est un tel bonheur de vous voir là. Bonjour. Monsieur le député, monsieur le député. Ensemble, ils forment une équipe de choc et comptent bien imposer leur marque de fabrique. On peut recommencer le point gauche ou pas? Ouais. Allez. On te suit. Résistants. La parole, en devenant officielle dans un hémicycle, se transforme. Et elle prend tout d'un coup des ailes. Elle a une portée, elle a un sens. On ne parle jamais en vain dans un hémicycle parlementaire. On ne vote jamais en vain. Votre parole, Madame la Ministre, ne vaut absolument rien. Et la parole, ils la prennent d'abord en commission. Juste, est-ce qu'il serait possible, Madame la Présidente, d'avoir un état des lieux du nombre d'amendements que nous avons traités jusqu'ici? Nous en avons vu 77. D'accord, avec un taux d'acceptation de 0%, c'est bien ça? Évidemment. Et puis surtout dans l'hémicycle, avec de nombreux coups d'éclat. Serez-vous le Premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches qui fabriquent des nouveaux pauvres? Quant aux commissions pour 5 €, elles sont à votre disposition.
Vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple. Vous le bâillonnez. Rendez l'ISF d'abord! Ça, c'est pour la forme. Mais les Insoumis, c'est aussi 54 214 amendements déposés depuis 2017. Au total, 112 ont été adoptés. C'est aussi sur les textes des autres qu'on les entend, toujours prêts à défendre leurs idées pour mieux s'opposer à la majorité au passage. Aujourd'hui, notre collègue qui est de droite, mais moi je m'en fiche qu'il soit de droite, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe, notre collègue Aurélien Pradié propose d'élever un peu leur statut. Je vous le dis, Madame la Ministre, je pensais que sur ce point-là, l'allongement en cas de décès d'un enfant de 5 à 12 jours, il n'y aurait pas de France Insoumise, et il n'y aurait pas de Républicains, et il n'y aurait pas de Modem, et il n'y aurait pas de En Marche. Mais finalement, c'est quoi le style de la France Insoumise pour les autres députés ? Pour moi, leur style, c'est le style de la rue et c'est un style très violent. Il n'y a pas de style particulier, ils sont parfois force de proposition également, mais en tout cas, ils ne l'ont pas été depuis quelque temps. C'est souvent, malheureusement, au détriment du fond, parce que c'est des batailles de slogans. Là, au contraire, il faudrait parfois avoir des explications. Je ne sais pas s'il y a un style LFI, parce que finalement, il y a autant de styles qu'il y a de députés à la France Insoumise, en fait, entre François Ruffin, Corbière, Coquerel, Mathilde Panot, enfin je ne vais pas les énumérer tous, ils sont chacun dans un style qui leur appartient, donc c'est bien, c'est pas un moule. Voilà, d'autres invités nous ont rejoints sur ce plateau pour aborder la question institutionnelle, la crise démocratique. Bonsoir Richard Verly, mais vous allez réagir, ne vous inquiétez pas, je vous présente simplement les invités qui sont à présent parmi nous. Richard, qui est chroniqueur dans cette émission et qui est le correspondant parisien du quotidien suisse Le Temps. Et Vincent Martini, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à Nice et à Polytechnique, membre du comité de la rédaction du journal Le 1, qu'on a beaucoup ici à LCP. Vous avez signé un essai, notamment l'année dernière, passionnant sur le Retour du Prince, c'était aux éditions Flammarion. Je voyais sourire. On sent que vous êtes très fiers de vos ouailles. On va revenir sur ce sujet. Vous avez commenté les bons points. On sent qu'il y a un côté, chef de troupe. En même temps, au service de quoi? Beaucoup de coups d'éclat. Qu'est-ce que vous avez fait voter dans cet hémicycle Made in la France Insoumise, un estampillé des Insoumis? Quoi? Des milliers de propositions sous forme d'amendements. 3 niches, là on sera à la 3e niche parlementaire, c'est la 3e fois qu'on va présenter un ensemble de projets. C'est un travail Vous avez l'impression d'avoir un bilan sur le fond? Parce que vous avez certes, notamment vous parlez des... vous dire que non mais par exemple sur les niches parlementaires, c'est vrai que vous avez permis, notamment aux Républicains, sur les questions de handicap, de faire naître un vrai débat qui aboutit à une forme d'unanimité, le moment venu avec la majorité. Mais en votre nom, vous avez des textes à faire valoir qui ont pu être votés? Non. Mais vous faites quoi d'habitude? Vous nous suivez ou pas? Oui, des dizaines, vous l'avez vu, tous les textes qui ont été présentés dans les niches, mais nous sommes l'opposition. Donc, en général, la règle, c'est qu'on est battu. Et en plus, on n'a pas des gens spécialement tolérants ou ouverts en face de nous. Donc, on est battu. Mais on fait vivre un débat, on fait des propositions, on oblige à décentrer les centres d'intérêt habituels. La République En Marche, c'est très simple, ils votent contre nous, et puis 5 minutes après, ils déposent un texte sur le même thème. Donc, parce que nous sommes dans l'hémicycle, ceux qui exprimons une forme de sensibilité à ce qui se passe dans la société, qui est notoirement plus grande que celle de la majorité. Donc le travail accompli est magnifique. Et puis vous savez, la vie parlementaire, c'est des propositions que vous présentez. Alors les gens se disent, ah bah tiens, je suis d'accord avec eux, ou ah non, je suis pas d'accord avec eux. Donc vous faites vivre le débat dans le pays, et puis vous représentez des gens qui se sentent représentés par nous. Quand ils nous écoutent, je suis bien d'accord avec ça. Dernière d'un mot, puis ensuite on passe à la chronique de Richard. Mais j'ai pas bien compris la question. Parce que vous présentez des textes, mais ils ne sont pas adoptés parfois. Vous avez réussi à mobiliser sur une niche parlementaire mais LR, par exemple. Que je vais réussir à 17 par exemple, faire adopter les communistes 315, sur les retraites, le gouvernement a repris quelques-uns de leurs amendements, certes. À la majorité. Mais ça vous fait pas un petit pincement? Après tout, les communistes demandent le rejet, comme vous, du texte sur les retraites, mais au final, ils jouent quand même un petit peu le jeu et ils enrichissent le texte. Vous le regrettez pas, ça? Alors, bien sûr que je le regrette et je cours me pendre en sortant de votre studio. Mais pour être sérieux, moi je suis enchanté de ce que font mes camarades communistes. On travaille tous les jours ensemble. Bon. Mais je voudrais faire juste remarquer que la majorité avec nous s'y est pris d'une manière radicale. Ils ont éliminé, avant même qu'on discute, classé comme rejeté, 315 amendements
des Insoumis considérés comme hors sujet. Alors, vous avez hors été sujet, puni. la retraite à 40 ans, hors sujet, 40 annuités de cotisation, hors sujet. Alors, ils ont considéré que tout ce qu'on proposait était hors sujet et que le seul sujet intéressant, c'était eux et la possibilité, pensait-il, de nous ridiculiser en ne laissant que des amendements, j'en conviens, de suppression ou de forme, qui pour nous étaient, comme vous l'avez vous-même admis tout à l'heure, l'occasion de parler de tout. Et d'ailleurs, on a parlé de tout. Vous avez l'impression qu'ils ont fait exprès d'écarter vos amendements et de garder les communistes? Oui, mais ils se sont pris les pieds dans le tapis, une fois de plus. Parce que du coup, ils n'étaient pas préparés. Ils le disent eux-mêmes. Ils avaient scindé en 3 le texte, ils avaient 3 rapporteurs, mais on discutait jamais de ce qu'ils avaient prévu au moment prévu. Donc, on discutait au début de l'article 65, et puis on a discuté à l'article 8 de ce qui se trouvait à l'article 22. On va prendre un petit Donc peu. oui, on les a perdus, on a fait ce qu'il fallait pour les disperser. Éparpiller façon puzzle. Eh ben On va oui, changer. et nous, on les a avancés avec nos arguments, nos corps de On va sortir bataille, de l'hémicycle d'amendements. un instant, changer de focale. Ce 49.3, ce passage en force, comment on le regarde depuis l'étranger? Alors, il y a quelque chose qui était hors sujet pour Jean-Luc Mélenchon hier soir dans l'hémicycle, c'est la démocratie. Vous l'avez dit, on va l'écouter. Vu de l'étranger. Vous serez, dès demain matin, la risée du monde civilisé démocratique. Oui, parfaitement. Les grands rénovateurs, où ailleurs qu'en France et sous votre gouvernement, une loi au contenu inconnu, aux dispositions inconnues et réécrite par l'exécutif tout seul avant d'être adoptée sans vote. Dans quel autre pays une chose pareille est-elle possible ? Bien dire que la question posée par Jean-Luc Mélenchon est une bonne question. Et d'ailleurs, les commentateurs étrangers qui regardent la France, ils ont retenu que le 49.3, ce n'est quand même pas tout à fait démocratique. Alors, je vais citer quelques exemples. Il y a d'abord le Soir de Bruxelles qui parle d'un muselage. L'opposition a été muselée, le débat aussi. Il y a la télévision publique allemande qui dit que faire passer une loi sans l'approbation du Parlement est définitivement un geste antidémocratique. Il y a le quotidien toujours allemand Tageszeitung, selon lequel le coup porté au régime parlementaire est rude. Alors il y en a qui sont un petit peu en retrait. C'est un pays de grande tradition parlementaire, c'est le Royaume-Uni et le Guardian, pour lequel, en fait, ce n'est pas très étonnant. Le pouvoir exécutif s'est contenté de contourner le Parlement. On n'est pas tout à fait dans la risée, on est plutôt dans le fatalisme cynique. Donc rien de neuf sous le soleil. Alors, Nouveau rien de monde, neuf sous le ancien soleil. monde, même combat. Mais parce que voilà, les Européens, ils connaissent la France. Et souvenez-vous de cette fameuse couverture de The Economist où on voyait le président Sarkozy à l'époque, un nain avec un chapeau napoléonien. On la voit à l'antenne. Pourquoi le The Economist montrait cela? C'est parce qu'il voulait dire que tout en France dépend du président, et quand le président, pour une raison ou pour une autre, est empêché, eh bien ça ne marche pas. Il y a aussi le site The Conversation, qui est un site universitaire, qui disait « La personnalisation du pouvoir ne changera pas. Elle demeurera parce qu'elle est constitutive de la Ve République. » Et il citait, vous savez, cette phrase d'Emmanuel Macron à propos de l'affaire Benalla, quand il disait aux journalistes « Venez me chercher ». Eh bien, on a un peu l'impression que quelque part Emmanuel Macron a dit à Jean-Luc Mélenchon « Venez me chercher ». Alors il y a quand même un partisan étranger d'Emmanuel Macron, c'est l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, qui dans un entretien a dit « Continuez ». Mais alors pour vous, auteur du Hareng de Bismarck, j'imagine c'est une occasion de surenchérir. Une réaction. Bah, Il faut changer, je crois que il ce faut qui vient changer d'être ces dit là, avec institutions, j'imagine. l'élégance particulière de quelqu'un qui nous regarde de l'étranger, veut pas trop nous offenser, c'est qu'on passe vraiment pour une bande de bizarres. Ça n'existe pas, un traitement pareil. Alors, bon, moi j'aime pas trop qu'on se moque de mon pays, et ces Anglais feraient bien de réfléchir à nous faire des caricatures, mais je suis bien obligé de dire que vraiment on a un comportement dont nos compatriotes on finissent par plus se rendre compte, ils sont mitridatisés. Alors, après, disons à la décharge des Français que, de toute façon, le problème de la personnalisation existe maintenant même dans les régimes parlementaires, du fait de la circulation des réseaux sociaux, etc. Raison de plus pour se prémunir par des méthodes institutionnelles de l'abus de pouvoir que représente Là, cette il personnalisation. Alors, Sarkozy, le président qui rétrécit, vous pensez que Macron, c'est le président qui rétrécit aussi? Dans un instant. Mais... Moi, j'ai pas trouvé que Sarkozy rétrécissait. Il était de droite, il faisait son boulot. Ces Anglais sont bien impertinents. Alors Macron, c'est l'homme du capital financier. Il fait son travail. Mais il l'avait promis aussi la 6e République un peu. Pardon, il avait dit il disrupterait les institutions peut-être. Oui, mais tout seul. C'est leur caractéristique à tous ces types, c'est qu'ils considèrent que l'alpha et l'oméga, c'est eux. Alors le peuple là-dedans, il n'a pas de place. Et ils sont dans l'esprit du fondateur. Mais le fondateur, Charles de Gaulle, c'est l'homme qui est un résultat d'une histoire incroyable pour les Français, d'une chance inouïe, d'avoir sauvé la face après un désastre
comme celui de la déroute, et puis il arrive à la fin d'une période catastrophique où il faut décoloniser. Et donc son rôle particulier, à ce moment-là, les instruments qu'il demande ne doivent pas être prolongés plus que ça. Et puis, quand même, depuis 58, alors, la Constitution a été changée 20 fois. Le peuple français a changé au moins 4 fois. Et vous voulez une constituante, faire en sorte qu'on sorte de l'hyperconcentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Vous l'avez dit à de nombreuses reprises, vous l'avez fait. Oui, une constituante, une assemblée constituante. Vincent Martini, vous allez nous dire d'ailleurs vers quel régime votre cœur balance. Mais partons de cette crise de la démocratie, parce qu'on la retrouve partout. Affaire Griveaux nous parle de crise de la démocratie. Crise des Gilets jaunes, crise de la démocratie. Les populismes aux portes du pouvoir, quand ils ne gouvernent pas déjà, crise de la démocratie. C'est votre diagnostic aussi. Non mais prenez-vous-en qu'à vous, c'est vous les journalistes qui dites ça à tout bout de champ, vous n'avez pas d'imagination. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic-là? Est-ce que notre pays est en... Je dirais qu'il y a une crise du gouvernement représentatif. Il y a une crise de la démocratie des élus. Il y a une crise, finalement, de la confiance envers la manière dont les élus dirigent les différents pays démocratiques. C'est ce que révèlent notamment les différentes vagues du baromètre de la confiance de Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po, qui tous les ans évalue la confiance des citoyens dans les institutions. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 85% des sondés disent... les hommes politiques ne se préoccupent pas des gens comme nous. Et en même temps, il n'y a pas de crise de la démocratie parce que le soutien dans le régime démocratique lui-même, il est encore extrêmement élevé. Encore une fois, plus de 8 Français sur 10 disent la démocratie, c'est le meilleur des régimes. Il n'y a pas d'aspiration à un homme fort, un régime autoritaire. Il n'y a pas d'aspiration à un régime autoritaire. Enfin, il y a une aspiration qui a près d'un tiers des Français qui pensent que si on élisait un homme fort, on pourrait suspendre la démocratie, mais c'est à peu près le même taux partout en Europe. On pourrait dire que c'est une crise, mais si on regarde les 10 dernières années, ça n'a pas beaucoup évolué. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a cette espèce de distance progressive qui existe entre les citoyens et les élus. Et cette distance, elle est celui aussi d'une revendication d'une horizontalité et d'une participation, c'est-à-dire que les citoyens ne se contentent plus, d'une certaine manière, d'accepter que la démocratie soit uniquement le moment de l'élection et qu'ils devraient se taire ou alors observer la vie politique comme un jeu entre les élections. Ce qu'ils revendiquent, c'est de participer et non pas d'en être les spectateurs. C'est ça, je crois, la nouveauté. Alors, comment on les associe, les citoyens, à cette démocratie? Comment on fait mieux fonctionner la démocratie représentative? D'abord, vous venez bien de résumer la situation. C'est-à-dire que les gens, le peuple, sait que la démocratie, c'est son affaire, que c'est le moyen pour lui d'être présent. Il n'y a pas de désaveu. On n'est pas dans une période où les gens disent ras-le-bol de tout ça, amenez-nous un guide, un conducteur, un général ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas leur ligne. Et en même temps, ils ont le sentiment, d'abord fondamentalement juste, que tout ça, c'est du vent. Pourquoi? Parce que à la fin, vous tombez toujours sur l'économiste de service qui vous dit « Ah, monsieur Mélenchon, vous êtes très sympathique, mais les retraites, on n'y peut rien, hein, il faut serrer la vis. » C'est-à-dire que la classe dominante réussit à faire passer ce qu'elle croit juste pour une loi de la nature qu'on ne peut pas changer. Et les gens se disent, mais c'est quand même curieux, ça fait 40 ans que ça dure, le chômage de masse, personne n'y peut rien. Ça fait 40 ans que vous... On a parlé quand même des questions économiques et des retraites, mais sur comment on la répare, cette démocratie? Comment on fait en sorte que les gens, au fond, les institutions se sentent associés et représentés? Il y a deux choses à bouger, les institutions et le système médiatique. Les institutions de manière à arriver à combiner la stabilité, parce qu'on ne dirigera jamais un pays de 65 millions d'habitants et une grande puissance en assemblée générale permanente. Il faut quand même être sérieux. On a besoin d'institutions stables et de mécanismes de pouvoir connus et dont le fonctionnement peut être à tout moment observé. Bon. Et puis en même temps, on a besoin de permettre au peuple, et surtout le nôtre, qui est un peuple, ça fait 1500 ans que ça dure, qui sont comme ça. Sans remonter jusqu'aux Gaulois réfractaires. Non, écoutez, je pourrais remonter jusqu'aux Gaulois, parce que ça a très mal commencé. Le jour même où ils ont élu Vercingétorix, la moitié foutait le camp et voulait plus obéir. Donc c'est vous dire que... Donc il faut des soupapes. Il faut, pas des soupapes, mais un moyen pour le peuple d'intervenir. C'est pas, le peuple n'est pas en danger. Donc je suis pour qu'on ait des brèches qui permettent les référendums révocatoires, les référendums d'initiative citoyenne, c'est-à-dire où l'initiative populaire lui permet, quand il a le sentiment que le pouvoir ne fait pas son travail, de donner la direction et dire on va faire comme ça et pas autrement. Voilà ce qu'on vous propose. C'est urgent de l'associer le citoyen à la décision. Oui, c'est urgent. En tout cas, il y a une demande qui est faite dans ce sens, mais je crois qu'il y a un peu deux dimensions dans cette question. La première, c'est les outils. Probablement la création d'un régime mixte entre le régime représentatif qui sera rénové, mais aussi un régime de démocratie plus directe. Ça peut être le tirage au sort, ça peut être les assemblées citoyennes, ça peut être le référendum révocatoire aux citoyens, qui existe d'ailleurs dans beaucoup de démocraties, et pas seulement en la Suisse de Richard Verly, mais aussi
pas révocatoire. En tout cas, le référendum Il n'est pas révocatoire. En Californie, par exemple, Il y a encore des gens qui votent à main levée dans Scandinavie. Donc, il y a cette première question des les lois outils. peuvent être soumises au peuple. Il y a cette première question des outils, mais il y a quand même... Non mais attendez, c'est important, pardon monsieur de vous interrompre, mais ce que dit cet homme-là, ça montre que c'est possible. Les Suisses ne sont pas des barbares qui sont en état d'émeute permanent. Chaque fois que je parle de référendum, d'initiative citoyenne révocatoire, on me dit « Oh, ça va être la pagaille tous les jours ». C'est pas exactement la même démographie, c'est pas le même nombre d'habitants. C'est une démographie qui est beaucoup plus ancienne que nous, forcément. Alors, il y a les outils d'un côté, s'il vous plaît. Il y a la question des outils, mais il y a une deuxième question, c'est la question de la personnalisation. Vous disiez tout à l'heure que la personnalisation ne va pas s'arrêter. Il me semble que là, quand on en a déjà discuté ensemble, que c'est probablement une des contradictions dans lesquelles vous pouvez vous trouver pris, c'est-à-dire le désir d'une horizontalité, d'une constituante, et en même temps une personnalisation dont vous-même n'êtes pas exempt, y compris dans votre mouvement, et puis des critiques qui vont avec, c'est-à-dire la critique d'autoritarisme ou de verticalité. Et donc, c'est vraiment une question qui se pose, je crois, à tous les mouvements politiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à réconcilier d'un côté ce désir d'horizontalité et en même temps cette espèce de maladie de la personnalisation et de l'incarnation qui est le produit des institutions, évidemment, mais dont il s'agit un peu de s'émanciper ou de trouver des alternatives. On pourrait dire des incarnations vous reconnaissez cette forme de contradiction? C'est par des institutions, vous avez raison, qu'il y a une contradiction, puisque nous sommes conduits par la forme même du système à devoir incarner. D'accord ? Mais on n'est pas forcément candidat à le faire au départ, mais on comprend que c'est par là que ça passe. Comme disait mon compère François Delapierre autrefois, il disait on a écrit des dizaines de bouquins passionnants tous les deux, mais ça n'intéressait personne. Sauf qu'à partir du moment où on a commencé à monter sur les tables et à plus respecter la règle du jeu, là oui, ça, on a commencé à avoir de l'écoute. Bon, c'est pour dire qu'il y a une part de théâtralité qui rentre dans toute action politique, et c'est bon que les affects font partie des chemins de la conviction. C'est moi qui vous le dis, qui ai dit le contraire étant plus jeune, qui ne croyait qu'à les masses, le parti révolutionnaire et je ne sais quoi, des abstractions qui n'avaient aucune réalité dans la vie des gens. Les affects font partie des chemins de conviction, mais on ne peut pas s'en contenter, sinon ça devient de la manipulation. Donc c'est la stabilité des institutions et la culture démocratique commune qui permet de faire vivre une démocratie, mais surtout c'est que le peuple ait vraiment le pouvoir. Il ne l'a pas. Et continuellement, matin, midi et soir, les grands médias sont là pour répéter que de toute façon, il n'y a qu'une seule possibilité, un seul chemin, there is no alternative. Tina, comme disait. Moi je me disais, par exemple, dans votre fonctionnement de votre parti, vous ne faites pas élire les dirigeants de votre parti. Vous considérez que le Front de gauche, c'est un super mauvais souvenir, tout le monde qui se dispute pour avoir une place, mieux vaut, on est plus efficace avec un chef et un groupe décidé. Jamais de la vie, c'est que comme ça les intéresse pas de regarder ce qui se passe vraiment. Par exemple, nous avons... s'il n'a pas été élu, par exemple. Donc... Mais bien sûr que si. Mais par qui ? Mais par ceux qui étaient sur la plateforme, à qui on a proposé la liste des gens, ils pouvaient cocher dedans et ils ont voté. De la même manière que moi, j'ai été élu par le groupe ici. Je n'ai aucune autorité dans le mouvement, sinon morale. Mais je n'ai aucun pouvoir, c'est pas moi qui décide. Ceux qui ont fait des procès en démocratie à notre mouvement, comme personne n'a été regardé si ce qu'ils disaient était vrai ou pas, incroyable. Il suffit qu'il y en ait un qui râle, qu'on dise « Ah, le pauvre, il est mort ». Pardon, madame, mais ce sont les ratés de la personnalité. Vous avez eu des critiques en interne et qui ont été publiées. Voilà, et oui, publiées par qui, on se le demande. Bon, si personne nous ont fait des histoires... Non mais, c'est pas sérieux comme boulot. C'est pas sérieux ce que vous faites. Non, mais... Vous prenez un gars, et moi je vais lui dire à lui, tiens, qu'est-ce que vous pensez de votre percepteur là? Vous l'aimez pas, hein, s'il est brutal. Bon, vous avez des gens qui sont des ratés de l'investiture. Nous avons fait un comité d'investiture tiré au sort. Combien de partis font ça? Tiré au sort, mesdames, messieurs. Et ils ont écouté 600 candidats, dans lesquels moi j'avais 599 amis personnels. Donc je me suis tenu à distance pour pas me fâcher avec tout le monde. Et le comité a choisi. Ceux qui n'ont pas été choisis ont immédiatement protesté de quoi? Les mêmes qui me demandaient à moi de les nommer. Ils auraient voulu que moi je leur dise toi, t'es chef. Je ne le ferai pas, ni cette fois-ci, ni aucune autre. Pardon madame, mais vous êtes témoin ici du fait qu'on m'a demandé de faire la police politique dans mon groupe, parce que des gens ne parlent pas de la même manière, ne disent pas les mêmes choses que moi. Je ne l'ai jamais fait. Je crois à la liberté, je crois à l'autorégulation. C'est un pari fou à mon âge de faire ça, mais j'y crois, et voyez-vous quoi, ça marche. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On aurait pu continuer un peu plus longtemps ce débat passionnant, mais je voulais absolument vous faire réagir sur ce qui est en train de se jouer au sein de la primaire démocrate américaine. Des primaires qui, au fond, créent complètement la surprise. Les cartes sont rebattues et le grand vainqueur, c'est lui. Écoutez-le. Je suis ici pour vous dire que nous sommes complètement vivants. Et ne vous y trompez pas, cette campagne va renvoyer Donald Trump chez lui. Et tout de suite, qui veut prendre sa place avec François Durper?
Bonsoir François. Bonsoir Myriam. Alors on le croyait hors course et revoilà Biden. Exactement, c'est le comeback l'un des plus impressionnants de l'histoire. On dit toujours, là vraiment c'est le cas. Il a gagné dans tous les États du Sud et il a même en nombre de délégués maintenant dépassé Bernie Sanders. Vous avez peut-être entendu les images où il crie victoire et il confond. Vous allez voir. On a vu les images, je pense. Oh oui, on va regarder ça. Au fait, voici ma petite sœur Valérie et ma femme Jill. Oh non, elles ont changé de place. Voici ma femme et voici ma sœur. Elles ont échangé leur place. Voilà. C'est le gaffeur. Ça, vous avez, voilà, Biden, c'est ça. Donc il en fait une tous les jours. Hein. Donc là, il confond sa sœur et sa femme. C'est l'homme quand même qui a été capable de dire j'adore venir dans le Vermont. Il était dans le New Hampshire. Bon, bon, on se dit est-ce qu'il va pouvoir représenter le parti? En tout cas, il a un certain nombre d'atouts très clairs. La première, c'est qu'il a montré une sociologie du vote. Il a effectivement les Afro-Américains, mais il a gagné dans des banlieues, il a gagné dans des zones rurales. Donc il a quand même élargi son électorat. C'est pas uniquement l'électorat afro-américain. Et puis, il va bénéficier du report des voix des autres centristes parce qu'il a là vraiment un boulevard et notamment la nouvelle du jour. C'est ça. Et oui, Bloomberg, c'est fini. Bloomberg, c'est fini. Bloomberg, c'est 4 délégués. 400 millions de dollars investis dans le Super Tuesday, ça fait 100 millions de dollars le délégué, ça fait cher quand même pour l'élection, et il se retire de la course. Mais vous vous rappelez de la phrase il avait dit « Je suis là pour dépenser mes millions pour battre Donald Trump » et la fin de la phrase pour battre Bernie Sanders. Un mot, du coup, on en est où? C'est Biden le favori, Sanders, c'est fini? Alors aujourd'hui, évidemment, il y a pas mal d'atouts pour Biden parce qu'il va y avoir une élection le 10, une élection le 17. Il est très en tête, notamment en Floride, et ça, évidemment, c'est un atout pour lui parce qu'il y a beaucoup de délégués répartis en Floride. La grande question, c'est la question de, on dit electable aux États-Unis. Ça veut dire, est-ce qu'il peut battre Donald Trump? Et qui peut battre Donald Trump? Et là, ils sont pas d'accord du tout. Du côté de Sanders, on dit, il faut quelqu'un qui soit capable de bouleverser un peu les choses, de remettre en cause l'establishment. Premier sondage dans l'histoire des États-Unis, on voit que les jeunes sont d'accord avec le socialisme. Oui, nous sommes aux États-Unis. Socialisme green, hein, mais c'est le socialisme démocratique à la Sanders. Et puis de l'autre côté, on dit non, il peut pas, c'est impossible de battre Donald Trump avec un socialiste. En tout cas, comment on va réconcilier ce parti? Ça, c'est une difficulté. Et évidemment, c'est un atout pour Donald Trump. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez rencontré, Bernie Sanders? Ben non, je suis pas encore allé aux États-Unis. Est-ce que vous vous sentez politiquement proche de lui? Certainement plus que de Biden, et je suis très intéressé par la campagne de Sanders. On l'a étudié de près la dernière fois, on y a appris des choses. Je souhaite sa victoire de toutes mes forces parce que ça changerait l'histoire du monde. Ensuite, c'est un vrai bonheur de voir naître aux États-Unis le droit de parler de socialisme au sens où l'entend Sanders. Bon, et il faut vous rendre compte que le Parti démocrate nord-américain est la tête de file du mouvement social-démocrate mondial. L'immense dérive blairiste, Schroeder, Hollande et tout ça, c'est la famille Clinton qui l'a organisé. Cette droitisation de la social-démocratie qui a eu pour conséquence la rupture avec les secteurs ouvriers qui votaient traditionnellement pour elle. Si elle s'effondre en Allemagne, si elle s'effondre au Danemark, c'est parce que les ouvriers cessent de voter pour les sociodémocrates et votent pour la droite nationaliste. Donc M. Biden ne peut pas battre M. Trump, pas seulement parce qu'il est maladroit, après tout ça arrive à tout le monde, mais parce qu'il est incapable de rallier à lui la classe ouvrière américaine qui aujourd'hui fait plus confiance à Trump parce qu'elle pense que le nationalisme de Trump va protéger l'économie nord-américaine. Donc je pense que candidat, c'est Trump préélu. Alors, faut pas caricaturer en disant il y a un candidat des riches et un candidat des pauvres, parce que quand on regarde la sociologie électorale, d'abord les Afro-Américains votent pour Biden, ils sont pas extrêmement riches. Moi, j'ai pas parlé de ça. Et dans le Vermont, il fait plutôt bien à la classe ouvrière. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle aux États-Unis, c'est que 74% des électeurs américains aujourd'hui disent nous sommes favorables à un impôt sur la
fortune. Ça, c'est totalement nouveau dans l'histoire, en tout cas depuis que les sondages existent aux États-Unis. Ça, c'est Sanders. C'est Sanders. Évidemment, c'est Sanders. Bon. Et... Pardon de vous contredire sur un point. J'entends, moi, je ne fais pas la caricature. Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct, immédiat, entre classe sociale et représentation politique. J'observe que la social-démocratie, le courant du socialisme démocratique ou le mien, ça revient au même, n'a pas de réalité ni d'intérêt s'il n'est pas en phase avec les salariés, etc. Ceux qui votent dans les primaires démocrates, ben, c'est des démocrates. Le problème, c'est pas de convaincre des démocrates, c'est d'avoir un candidat démocrate qui convainc des électeurs radicalisés au point d'aller voter Trump, qu'il vaut mieux voter démocrate, c'est-à-dire Sanders, parce que lui va améliorer leur sort. Quand vous voyez Joe Biden, vous avez bien compris qu'au maximum, il fera du Hollande, c'est-à-dire pour convaincre les autres, il faut réconcilier le parti. Vous vous souvenez de 1972, on fait tourner en boucle l'idée que McGovern était trop à gauche pour gagner, mais c'était pas ça le problème. C'est qu'en 1972, le Parti démocrate était très divisé. Le cœur du capitalisme mondial va pas se laisser faire. Intarissable Jean-Luc Mélenchon. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'LCP.